Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel. Je tiens à vous dire que cet épisode, bien que parlant de pornographie, est quasiment tout public. À l'image d'ailleurs de la série écrite et réalisée par Ovidie, Des gens bien ordinaires, dont la saison 1 est actuellement visible sur Canal+. Vous écoutez Mansplaining épisode 91, Des gens bien ordinaires, quand les femmes dominent le monde du porno. Un podcast, slate.fr. J'ai vraiment adoré cette série, qui peut se picorer tranquillement ou se binge-watcher sur une soirée, puisque l'ensemble de ces 8 épisodes dure en fait moins d'1h50. Elle raconte l'histoire de Romain, un tout jeune homme au visage d'ange, qui s'apprête à faire ses débuts en tant qu'acteur porno. Très vite, on réalise que le monde dans lequel il gravite n'est pas tout à fait le nôtre. Ici, ce sont les hommes qui sont victimes de domination féminine, que l'on parle de sexualisation à outrance, de maternalisme permanent ou de viol conjugal. Dans Des gens bien ordinaires, les mecs sont traités comme des meufs, et les meufs agissent comme des mecs. Et ça pourrait être une sacrée épiphanie pour certains spectateurs. Et que ça gueule en bas, je te jure. Dominique qui se croit Hollywood, là, est en train de réécrire tout le scénario, puis à peine de faire tout ce tralala quand on sait que les spectatrices, elles font avance rapide. Hein. Ouais, si tu veux mon avis, vu comme c'est parti, on n'a pas fini. Hein. Hier, on a terminé, il était 4 heures. Le pauvre Roméo, il a morflé. Ouais, pauvre Roméo, il est pas bénévole non plus, hein, c'est son boulot. Hein. Tu veux pas que je te mette un peu de poudre, là ? Non, t'es gentil, t'emmerdes pas, gâche pas ton matos. Hein. C'est très bien que c'est pas moi qu'elles veulent voir. Hein. Elle catte pas nos visages, c'est ça qu'elles veulent voir, le matos tout neuf, là. Regarde-moi ça. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer Ovidie, à qui j'ai d'abord demandé de me retracer la genèse du projet. Celui-ci date de 2013, mais à l'époque, personne n'avait voulu la suivre dans son idée. Mais MeToo est passé par là. Et la suite, c'est Ovidie qui la raconte. La société ayant évolué entre-temps, mine de rien, le sujet est passé. Et donc, ça a donné, dans un premier temps, le court-métrage Un jour bien ordinaire. Moi, après, j'ai voulu en faire une déclinaison sérielle de cette affaire, mais avec des intentions de réalisation très différentes, et puis surtout avec ma patte aussi, entre guillemets. La série n'est pas juste une extension du court-métrage. L'ensemble a été réécrit en profondeur pour donner du corps et un nouveau ton à l'ensemble. Le court-métrage, il était presque ciné-tract, tu vois, c'était un truc qui était militant, qui durait 15-16 minutes, donc on va dire, voilà, c'était un quart d'heure qui reposait entièrement sur le principe d'inversion des genres. C'était ça le principe du court-métrage. Et ça se passait sur une seule journée. La différence principale quand même, déjà ne serait-ce qu'en termes d'écriture, c'est qu'il y a quand même des moments où tu rigoles, tu vois, t'es dans un registre parfois qui est limite tragicomique dans la série, ce qu'il n'y avait pas du tout dans le court-métrage, où on était finalement dans la dénonciation pure. Là, ce que je trouvais intéressant en faisant une déclinaison sérielle qui s'étend sur une année complète, en fait, non plus sur une journée, c'est qu'on s'arrête pas aux apparences de ce qui nous semble sexiste, en fait. But de cette inversion genrée, créer un malaise certain et rendre ainsi évident le sexisme de certaines situations. Et puis c'est une façon pour Ovidie d'atteindre une forme d'épure qui rend la série extrêmement digeste, malgré son arrière-plan potentiellement plombant. Écoute, la permutation des rapports de genre, elle me permet de pas en faire des caisses. Finalement, bizarrement, elle me permet d'être plus proche du réel que si j'avais mis dans le rôle principal une jeune fille de 18 ans qui évolue dans le milieu du porno. Ça me permet d'être plus fidèle au réel parce que ça me permet de pas pousser les potards au maximum. C'est-à-dire le principe d'inversion des genres, il te crée déjà une sensation de malaise qui fait qu'à côté, tu n'as pas besoin d'en faire des caisses en rajoutant des insultes, de la violence. D'ailleurs, dans cette série, toute violence, et même toute sexualité, mais toute violence est ellipsée. Le viol est ellipsé, la sexualité est ellipsée, le tournage des scènes est ellipsé. Donc, j'avais pas envie d'aller là-dedans. Si la série semble ne jamais forcer le trait, cela semble autant dû à l'expertise d'Ovidie qu'à cette idée simple mais brillante d'inversion des valeurs. Et je sais que si j'avais mis, par exemple, à la place de Romain, une fille qui s'appelait Juliette, 18 ans, qui était arrivée là-dedans, on m'aurait demandé d'exagérer le sexisme auquel elle est confrontée. Donc on m'aurait demandé d'exagérer des scènes violentes, on m'aurait demandé plus de crudité dans les dialogues, alors que là, tu vois, jamais, à aucun moment, on va parler de, je sais pas, d'éjac facial ou de pénétration, tu vois, je veux dire, ça n'est même pas évoqué, toute cette partie-là, très crude, très technique, n'est pas évoquée dans la série. C'est un non-sujet, en fin de compte. Je pense que vraiment, s'il n'y avait pas eu ce principe de permutation des genres, vu qu'on est au cinéma, entre guillemets, on aurait été obligé de tout exagérer. Et ça, c'est un truc que je voulais pas faire, déjà parce que ça a déjà été fait,
Et en plus, ça m'intéressait pas, c'était pas ça que j'avais envie de représenter. Moi, j'avais envie de représenter finalement des gens très ordinaires, dans un milieu qui a l'air extraordinaire, mais qui est finalement très ordinaire, et qui fait face à un sexisme ordinaire, en fait. C'était le côté presque banalité du mal, quoi, que j'avais envie de représenter. Parmi les situations d'inversion, on peut citer la hardeuse flippante, jouée par Éléonore Arnaud, dont tout le monde veut protéger Romain, et sans doute pas uniquement parce qu'elle fournit des certificats bidons destinés à prouver qu'elle n'a pas d'IST. Mais il y a aussi le cas de la compagne de Romain, incarnée par Agathe Bonitzer. Elle est plus âgée que lui, elle tente d'exercer un contrôle sur sa vie, elle voit d'un très mauvais œil son envie de faire du X, et elle n'est pas très portée sur le consentement. Faut que j'y aille. Linda, je vais être en retard. Attends, c'est presque fini. Bon, c'est une situation, je veux dire, pour en avoir parlé à mes potes, c'est une situation qu'on a toutes vécue. Ce truc de s'obliger à attendre que l'autre ait fini pour pas le vexer, ou parce qu'on je sais pas, on a l'impression d'avoir une mission, de le laisser finir, ou, enfin voilà, ça c'est un truc, c'est très basique dans l'hétérosexualité. Là, ce rapport-là, donc il est inversé, et on voit rien, on ne voit que les épaules d'Agathe, on voit pas du tout de nudité, elle lui dit rien de vulgaire, elle lui dit juste « attends, j'ai presque fini ». Et ben cette séquence, les lycéens, ils étaient pas bien. Quand je vous disais que la série était tout public, je ne vous mentais pas, puisqu'Ovidie l'a présentée au festival Cannes Série devant des lycéens et des lycéennes. Et à son grand étonnement, c'est justement la scène dont nous venons de parler qui semble les avoir le plus choqués. Je peux pas parler de prise de conscience, mais ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, dans cette idée qu'il faut laisser finir l'autre et tout ça. Je pense que ça les a secoués, en fait. Et c'est curieux, parce qu'à côté, tu vois, ils vont regarder Euphoria. Ils vont regarder Sex Education, ou ils vont regarder Euphoria, où on va être à un niveau explicite, bien au-dessus, bien au-delà, en fait. Ça m'a questionné quand même. Le fait que ces lycéens-là bug sur cette séquence-là, je me suis dit, tiens, on touche un truc là. Clairement, si vous vous lancez dans ce programme en espérant y voir des scènes de sexe croustillantes ou glauques, vous feriez mieux d'abandonner illico. Car le sexe reste hors champ, pour la simple et bonne raison que selon Ovidie, il n'est pas le principal objet de préoccupation des acteurs et des actrices de X. La sexualité n'est pas représentée, parce que c'est le cadet de leurs soucis, en fait, la sexualité sur un tournage. Aux acteurs, aux actrices, aux réalisateurs, aux techniciens, la sexualité, elle est inexistante. Mais en fait, la plupart des gens, ça va renvoyer à leurs pratiques masturbatoires, leur propre sexualité. Donc, résultat, ils vont focaliser là-dessus, y compris donc les scénaristes et les réalisateurs. Et ça donne des choses complètement aberrantes, où, par exemple, au moment où on était en tournage des gens bien ordinaires, il y avait un autre film qui sortait en même temps, qui est réalisé par une femme pourtant, par une Suédoise, et qui s'appelait Pleasure. Je me suis dit, c'est marrant quand même, parce qu'on est en train de faire l'exact opposé de Pleasure. Pleasure, c'est un court-métrage de la jeune réalisatrice suédoise Ninja Thyberg, qui est ensuite devenu un long-métrage, sorti dans nos salles l'an dernier. La réalisatrice, qui a passé plusieurs années en immersion dans le milieu du X à Los Angeles, y suit une jeune Suédoise de 20 ans qui débarque dans la ville américaine avec la ferme intention de devenir la nouvelle star du porno, et qui va vite rencontrer des problématiques comme « Est-ce que je suis capable d'encaisser cette double pénétration anale qui pourrait tant apporter à ma carrière ?» Salut. Bonjour. Alors, je t'en prie, assieds-toi. Alors, tu sais qu'aujourd'hui, on va tourner une scène un peu brutale, d'accord ? Ouais. Ça te dérange pas la brutalité ? T'aimes ce genre de choses ? Ouais. Donc te faire étrangler, fesser, cracher dessus, et puis les claques, tout ça, c'est bon pour toi ? Tirer les cheveux ? Ouais, c'est bon. Cool. Alors, on va tourner. T'es prête ? Parfait. Et... action. Pour en revenir sur Des gens bien ordinaires, son principe d'inversion m'a une nouvelle fois poussé à m'interroger. Et c'est d'ailleurs une question que certains et certaines d'entre vous m'ont déjà posée, notamment à propos du film Je ne suis pas un homme facile qui est diffusé par Netflix. Est-ce que si les femmes avaient le pouvoir, si elles étaient les dominantes, elles se comporteraient exactement comme les hommes le font aujourd'hui ? Si par exemple du jour au lendemain les rapports de pouvoir étaient inversés, certainement que les femmes singeraient ces positions masculines-là et adopteraient ces positions de pouvoir. Si c'était comme ça, du jour au lendemain, on décrète qu'on inverse tout. Néanmoins, je pense que si par exemple on a dans la société actuelle des femmes qui adoptent des positions dites masculines, donc qui sont des positions de domination, c'est entre autres parce qu'il y a une forme de mimétisme. Il y a cette idée que pour réussir dans la vie, entre guillemets, il faut singer les hommes pour
obtenir leur place. Moi, quand même, ma conviction, c'est que oui, on ne serait pas dans cette même violence, entre guillemets, on ne serait pas dans cette même violence, on ne serait pas dans cette même volonté de soumettre et de dominer l'autre, qu'on serait affranchi de ça. Ouais, j'en suis quasiment sûre, parce qu'il y aurait moins cette volonté d'avilir l'autre, de le supprimer. Mais Ovidie tient à recadrer les choses. Ça n'est vraiment pas ça qui l'a intéressée lorsqu'elle a conçu la série. Encore une fois, moi, ce principe de permutation, il n'était pas là pour dénoncer, regarder, en fait, ça reviendrait au même, parce que vraiment, j'y crois pas. C'est vraiment pour faire ressortir la banalité du sexisme, et je me suis dit que juste en inversant les genres, ça allait ressortir de façon encore plus évidente, quoi. C'est vraiment juste ça. Cette inversion genrée est très réussie, bien plus qu'à peu près partout ailleurs, parce qu'elle est aussi nuancée que possible. Elle fonctionne grâce à des physiques, des répliques, des interprétations, nul besoin de costumes, ni d'artifice. J'ai pas demandé aux hommes d'adopter dans leur jeu des attitudes qui sont habituellement attribuées aux femmes, et inversement, j'ai pas demandé aux actrices d'adopter des attitudes qui sont habituellement attribuées aux hommes. Donc, ce qui est pas tout à fait le cas de ce que j'avais pu voir dans les courts-métrages et longs-métrages où il y avait ce principe d'inversion des genres. Alors, soit on poussait les potards de façon comique, genre Jackie au Royaume des filles, moi c'est un film que j'adore et qui me fait hurler de rire et tout ça, ou on est dans la dénonciation pure comme Majorité opprimée, mais j'avais pas envie, moi, qu'on soit dans, voilà, le temps d'une série, qu'on soit dans cette caricature-là, quoi. Je voulais qu'on inverse les genres, mais je voulais pas qu'on s'imite, je voulais pas que les personnages masculins imitent les personnages féminins. Petite remarque, Majorité opprimée, c'est le nom de ce court-métrage français qui a rencontré un succès si énorme à travers le monde que Netflix a fini par produire sa version longue. Je ne suis pas un homme facile. Tu me fais marrer avec tes discours, là, de chien de garde. T'as vu comment t'es habillé ? Bah, comme un petit allumeur, voilà. Ta chemisette, là, tes tongs, ton Bermuda au ras du genou. J'ai pété les plombs, je m'habille comme je veux. Mais t'étonnes pas qu'on vienne t'emmerder, alors. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Me mettre une cagoule ? J'ai pas envie de polémiquer, là, je suis fatiguée. Marion, qu'est-ce que tu fais ? Marion ! Cherchez la bagnole, ça va me détendre. J'ai aussi voulu demander à Ovidie si elle considérait que l'industrie du X avançait dans le bon sens au niveau des questions de genre, si le sexisme était en recul, si les nouvelles façons de produire du porno pouvaient contribuer à changer les choses, mais sa réponse est claire et nette. Je n'ai plus de contact avec ce milieu-là, en fait. La question, faut la poser aux personnes concernées. C'est vrai que ça arrive hyper souvent, mais tu sais, dès qu'il y a une actualité en lien avec le porno, t'as 150 journalistes qui m'appellent en me demandant mon avis. Mais moi, à chaque fois, je leur dis, mais j'ai pas grand-chose à vous dire, en fait. Malheureusement pour moi, je viens de remettre une pièce dans le jukebox avec cette série. J'ai failli ne pas la faire à cette série à cause de ça aussi, tu vois. C'est que je me suis dit, aïe, 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 ça y est, je commence à être reconnue enfin pour vraiment mon travail, mes docs, etc. Et là, en refaisant une série qui parle de pornographie, c'est reparti pour un tour, quoi. Mais dès qu'il est question de pornographie, les gens pensent à moi et tout, mais il faut quand même bien savoir que ça fait plus de 20 ans que je suis plus actrice, déjà. Plus de 20 ans, c'est plus de la moitié de ma vie. Et en 20 ans, il s'en est sans doute passé des choses. C'est un milieu qui évolue très vite, c'est un milieu qui a, même en termes de réalisation, qui a un très gros turnover, avec des gens qui veulent faire du porn pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, mais je parle vraiment même en rien, je te parle même pas du turnover des acteurs et des actrices, qui ont envie de se lancer là-dedans par provocation, parce qu'ils ont envie d'explorer un truc, ils en font très très vite le tour et ils se barrent. Donc je suis pas capable de te dire est-ce que je suis optimiste ou pessimiste pour ce milieu, parce que je découvre des trucs. Enfin, tu vois, il y a des initiatives qui sont prises, qui ont l'air d'être des initiatives intéressantes, mais enfin, je suis pas à la page, quoi. Je suis pas plus à la page que les journalistes, par exemple, qui vont s'intéresser à cette question et qui vont faire comme moi l'autre jour, qui vont dire ah tiens, une audition au Sénat, je vais l'écouter, quoi. Mais c'est tout. Si vous le pouvez, ruez-vous sur Des gens bien ordinaires. C'est une série passionnante, triste, joyeuse, édifiante, bien écrite, bien réalisée, avec 1000 acteurs et actrices 5 étoiles. Cette saison 1 en appelle une seconde, et on touche du bois pour qu'elle existe, même s'il est encore trop tôt pour le dire. J'ai bien suivi, par exemple, alors autres diffuseurs et autres situations, mais j'ai bien suivi, par exemple, ce qui arrivait à Fanny Herrero avec Drôle. C'est un monde qui est quand même assez cruel. Même quand une série est réussie, il y a la violence des chiffres. Et les audiences sont bonnes, donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Mais c'est un milieu qui est pas facile, je trouve, pour ces auteurs et ces réalisateurs, et qui font que les gens, ils ont l'impression, peut-être, vu qu'ils me voient beaucoup bosser ou sortir plein de projets, ils ont l'impression que c'est du tout cuit pour moi. Mais non, là, tu vois, je suis comme tous les auteurs, c'est-à-dire je tourne en rond en attendant, en espérant une réponse positive, en fait. J'espère en particulier que de nombreux hommes se pencheront sur la série et qu'elle leur permettra de prendre conscience de 2-3 trucs.
C'est un public pas facile à atteindre, les hommes, j'en sais quelque chose. Mais c'est par des initiatives aussi intelligentes que cette série qu'on arrivera peut-être à en toucher davantage. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining@slate.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mansplaining Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Montage, Guillaume Assal. Réalisation, Aurélie Rodriguez. À dans 15 jours, pour l'épisode 92.